à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de la démarrer, je vous souhaite à tous une très belle année 2018. La réussite professionnelle, personnelle, plein de bonnes choses, la santé surtout et bien sûr de très belles lectures pour cette année 2018. Je voulais revenir juste un petit peu sur fin décembre 2017 puisque comme vous avez pu le voir, je n'ai pas été très présente, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans mes vidéos, vous ne me voyez pas hein, pour les dernières vidéos. Je tenais tout simplement à remercier vraiment tous ceux qui m'avaient envoyé des messages chaleureux suite au décès de mon grand-père. Vous avez été très nombreux à m'apporter du soutien, à m'écrire des petits mots, à me dire comme quoi vous étiez là pour moi, que c'était normal que je prenne du temps pour revenir en vidéo. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que ça me tenait à cœur, voilà tout. Bon, parenthèse bouclée, passons à ce qu'il y a dans le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire mon bilan lecture du mois de décembre 2017. Parce que forcément, je vous les tourne en retard avec tous les événements, etc. Et je me rends compte qu'on est déjà mi-janvier et que je ne l'ai toujours pas fait. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu en décembre 2017, il s'agit de L'Empire de Sable de Kayla Olson, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je tiens à remercier les éditions Robert Laffont ainsi que Babelio de m'avoir permis de découvrir ce roman, mais par contre je vous préviens tout de suite pour vous annoncer la couleur, contrairement à beaucoup de personnes qui ont adoré ce roman, avec moi ça ne l'a pas fait. Le monde dans lequel on vit a complètement changé suite à de nombreux dérèglements climatiques et notre première source vitale qui est bien sûr l'eau devient vraiment un produit de luxe et personne ne peut vraiment y avoir accès facilement. On va suivre Eden qui est une jeune fille âgée de 17 ans et qui vit bien dans un espèce de camp qui est géré par les loups. Les loups ce sont les méchants puisqu'ils appartiennent à une meute, hein, la meute, les loups, etc. Et on suit Eden qui va faire en sorte d'échapper aux loups pour retrouver une île que son père lui a indiquée dans un journal parce que si vous voulez son père est décédé, je ne vous spoile rien, vous le savez dès le départ. Son père est décédé et la seule chose qu'on lui a remis de son père c'est un flacon contenant son sang, ses dents et son journal. Et Eden, en lisant l'ouvrage de son père, elle se rend compte qu'il existe une île où il n'y aurait pas de loup qui pourrait la menacer et où elle serait en paix. Cette île, elle se nomme Sanctuary et Eden, avec l'aide d'autres personnes, va se retrouver sur cette île. Elle espère donc trouver l'île du paradis quelque part, sauf qu'elle va vite déchanter parce que cette île semblerait être beaucoup plus violente et dangereuse que ce qu'elle a quitté précédemment. Honnêtement, le début était très prometteur dans le sens où on nous parle d'un monde qui est ravagé. Pour une fois, on a une dystopie qui se centre sur le climat. Je trouvais ça vraiment original parce qu'on n'avait pas de dystopie écologique, comme le dit notre cher Leonardo DiCaprio. Et je m'étais dit ça va être prometteur, etc. Je m'attendais à beaucoup d'explications, beaucoup de choses justement par rapport au dérèglement climatique, à leurs impacts sur nous, sur notre environnement, notre santé, etc. Et au final j'ai été très déçue parce que j'ai trouvé que ce livre était creux, voire vide. Il a manqué pour moi beaucoup de descriptions pour vraiment me plonger dans l'histoire, aussi bien au niveau des personnages qu'au niveau du décor. Je n'ai pas réussi à rentrer complètement dedans et lorsque je n'arrive pas à rentrer complètement dans l'histoire, forcément je n'accroche pas vraiment. En plus de ça, le personnage d'Eden m'a un peu saoulée. J'ai trouvé qu'elle avait des réactions complètement aberrantes par moments qui ne servaient à rien ou qui n'étaient pas logiques par rapport à sa situation vécue. C'était vraiment fou. En plus il y a une romance qui se met en place, mais pour moi c'est une romance qui est vraiment cucu pralinou parce que je n'y ai pas cru tout simplement. Donc c'est vrai que là je ne peux pas dire, je n'ai pas du tout accroché à cette histoire. Heureusement beaucoup de personnes ont aimé ce roman, tant mieux j'ai envie de vous dire, mais alors avec moi ça ne l'a pas fait et c'est dommage. Je suis la première déçue parce que comme je vous le dis, le sujet de l'écologie ça me tient à cœur. J'étais super emballée par ce thème et au final, avec moi, ça l'a pas fait parce que la description et les personnages manquaient d'éléments pour moi pour vraiment me plonger dans cette histoire. Donc vous l'aurez compris, je n'ai pas aimé ce roman, il manquait de profondeur, il manquait de description, les personnages ne m'ont pas du tout touché et pour moi la dystopie écologique est mise beaucoup en arrière et c'est dommage parce que du coup je me suis forcée à terminer ce roman et dans la deuxième partie, vers la fin, on a un petit peu d'action un peu plus intéressante que tout le reste. Mais c'est dommage, il y avait des éléments prometteurs, il y en a qui m'ont manqué et ça fait que du coup je n'ai pas aimé. Je lui ai mis la note de 1 sur 5
ce qui explique vraiment que je n'ai pas aimé, que j'ai été très déçue. Et comme je vous le dis, heureusement d'autres personnes l'ont aimé, j'espère que vous, si vous le lisez, vous l'aimerez. En tout cas, n'hésitez pas à lire ma chronique qui se situe en barre d'infos. Suite à cette déception, j'ai pu me rattraper et me remonter aussi le moral grâce à Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Que vous dire si ce n'est que je crois que j'ai lu Harry Potter au bon moment. Tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi avec les films Harry Potter et non les livres. Et je me suis donné comme challenge de découvrir la plume de J.K. Rowling officiellement avec ses livres. Et du coup je lis ces tomes tranquillement, doucement. La preuve, le deuxième, j'ai mis beaucoup de temps à le lire par rapport au premier. Mais en fait c'est un roman que je vais lire comme ça dans le mois, je le lis pendant un mois on va dire, en plus d'autres lectures, c'est un petit peu ma pause déjeuner, ma pause repos, tout ce que vous voulez, bref c'est mon petit moment à moi. Je vais pas forcément vous parler d'Harry Potter, je pense que tout le monde connaît Harry Potter, si vous ne le connaissez pas, où étiez-vous toutes ces années hein? Vous étiez dans une grotte, j'en sais rien, couper des communications ou je ne sais quoi. Tout ça pour vous dire qu'en tout cas ce second tome pour moi est beaucoup plus sombre que le premier, dans le sens où vu qu'on retrouve Harry qui retourne donc à Poudlard, il va faire face à beaucoup d'événements qui selon moi sont terrifiants pour un garçon de son âge qui a donc 12 ans. Parce que des élèves se font agresser par un monstre qui viendrait de la Chambre des Secrets et Harry Potter va tout faire avec bien sûr Hermione et Ron ainsi que certains professeurs pour savoir qui aurait ouvert cette Chambre des Secrets qui contient un monstre qui s'en prend donc à des élèves de Poudlard. J'ai adoré, une fois de plus, ça a été un coup de cœur, forcément, de toute façon Harry Potter c'est un coup de cœur pour tout le monde, et j'ai trouvé qu'aussi bien donc le livre que le film possédait vraiment quelque chose de terrifiant, une atmosphère angoissante et terrifiante parce que voilà, il y a des agressions, parce que les gens se retrouvent pétrifiés et moi j'ai tout de suite l'image des gens pétrifiés comme dans le film et c'est angoissant quoi. Donc voilà, je sais qu'il y en a que c'est un de leurs livres le moins apprécié dans la saga Harry Potter, mais pour moi non, ça a toujours été un de ceux que j'aimais énormément. Je le préfère même au premier tome, ça va peut-être paraître bizarre parce que le premier tome pourtant c'est la découverte de l'univers, mais pour moi le second tome, on commence déjà à rentrer dans l'univers d'Harry Potter qui devient sombre. Parce que dans le premier tome, d'accord, il y a forcément l'entrée de Voldemort qui fait que on se rend compte qu'il y a des méchants, mais c'est encore un peu doux par rapport à ce second tome. Dans celui-ci, vraiment, on se rend compte que Harry, pour son jeune âge, fait face à des choses qui sont horribles, qui sont terrifiantes, et que nous-mêmes, en étant adultes, on n'arriverait peut-être pas forcément à affronter ce genre de choses horribles, quoi. Donc vraiment, encore une fois, un gros coup de cœur. Je vais pas vous en dire plus parce que vous connaissez Harry Potter. Si vous ne l'avez pas lu, faites comme moi, lisez-le parce que franchement, ça vaut la chandelle. Il y a des petites choses, c'est vrai, qui changent par rapport au film. Le film respecte quand même beaucoup la saga, mais il y a des petits détails qu'ils ont supprimés volontairement, je pense, pour ne pas que le film dure pendant des plombes. Mais du coup, c'est vrai que c'est agréable de découvrir des petites choses que je n'avais pas en ma connaissance lorsque je regardais les films. C'est bien sûr un 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un livre que j'ai mis longtemps à lire sa suite. Il s'agit de Les Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Gulfstream, et je tiens à souligner la beauté de cet objet livre. Regardez-moi ça, franchement, la saga Les Outrepasseurs, je crois que c'est vraiment une saga où j'aurais vu les plus belles couvertures, franchement, pour être honnête. J'ai vraiment bien fait de lire au mois de décembre parce que la Reine des Neiges, la neige, le froid, etc. ça s'est très bien marié. Je ne vous cache pas que j'avais une très grosse peur de ne pas me rappeler le premier tome parce que c'est une saga qui est très riche selon moi au niveau de l'univers, des personnages, de l'action, etc. Enfin c'est vraiment chargé au niveau de cet univers et j'avais peur d'oublier quelques éléments du premier tome. Et ça n'a pas été le cas, heureusement pour moi, parce que de 1, c'est vrai que j'ai une très bonne mémoire, et de 2, l'auteur m'a facilité la tâche. Avant de vous parler de mon impression sur ce second tome, je vais d'abord vous parler de l'histoire du premier tome, pour ne pas vous spoiler. On va retrouver Peter, qui est un jeune garçon qui, voilà, en rentrant chez lui un soir, se fait attaquer par 2 gros chiens, et c'est un petit renard qui va le sauver. Alors vous allez me dire, un renard face à 2 gros chiens, je ne comprends pas comment il peut s'en sortir, mais c'est pas un renard comme les autres, puisque c'est un renard particulier. Il s'agit de sa mère, et si vous voulez, à ce moment-là, Peter va être surpris, parce qu'il va dire comment ça se fait que ma mère est un renard, enfin bref, ça va être le bazar dans sa tête. Vous inquiétez pas, je ne vous spoile rien, c'est dès le départ qu'on vous le dit.
Et suite à cet événement, eh bien, il va être conduit dans une grande maison qui se nomme la Lion House. Et dans cette Lion House, on a un monsieur qui se nomme Noble et qui a bien plusieurs personnes qui le dirigent. Et Peter, avec d'autres jeunes de son âge, va se retrouver dans un univers complètement différent puisqu'il va apprendre qu'il fait partie des Outrepasseurs, qu'il est un des héritiers des Outrepasseurs. Et les Outrepasseurs, c'est quoi? Eh bien, je vous invite à lire le roman pour le savoir parce que je ne vais pas vous le dire. Mais la chose qu'il faut savoir avec ce premier tome, c'est que c'est un peu une sorte de préquel. Vous n'allez pas suivre vraiment Peter dans ce roman-là, mais plutôt les ancêtres de Peter pour comprendre comment justement la mère de Peter, qui est une femme, peut se transformer en renard. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ce second tome par contre est complètement pour moi comme un premier tome quelque part, parce que là cette fois-ci vraiment on va suivre Peter dans ses actions. On va vraiment voir un personnage qui dans le premier tome paraissait enfantin et qui dans ce second devient vraiment adulte. Il s'affirme, il fait des choix, il se rend compte que peut-être les Outrepasseurs qui sont censés être sa famille sont peut-être même des fois aussi horribles que ceux pour qui il se bat. Pour moi ce second tome il est rythmé, il nous apporte vraiment beaucoup d'actions sur Peter et ceux qui l'entourent. On a vraiment un combat entre, je dirais, notre côté positif et notre côté négatif, puisque vraiment Cindy Van Wilder, elle appuie le fait que on a en chacun de nous un côté gentil, un côté méchant. Et là c'est vraiment ça, c'est que ceux qu'on pensait être les gentils sont quand même un peu méchants, et ceux qu'on pensait être méchants peuvent être quand même finalement gentils, et ils ont peut-être pas tort, c'est pas forcément eux qui sont les plus mauvais dans cette histoire. Et j'ai trouvé vraiment ça original parce que finalement on apprécie tous les personnages et même les soi-disant méchants. Donc c'est vraiment très original, j'ai trouvé. On a vraiment un combat entre le bien et le mal, la raison et le cœur. Enfin c'est vraiment pour moi un tome qui est partagé entre deux points. C'est vraiment ça, c'est à qui on peut faire vraiment confiance finalement, et qui nous veut du bien, qui nous veut du mal. De plus, l'auteur elle nous propulse à différentes époques également dans ce second tome, un peu comme dans le premier, puisqu'on repart vraiment en arrière finalement, un peu comme dans le premier tome, et on revient à une époque présente. Finalement ça ne m'a pas dérangé, peut-être que des personnes auraient peur de se perdre, mais moi j'ai pas été perdue une seule fois parce que c'était dans la continuité et c'était à des moments qui franchement se portaient justement à avoir une explication pour comprendre pourquoi tel personnage a fait telle action ou a réagi de telle manière. C'est donc pour moi une très très bonne suite. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire parce que comme je vous le dis, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que les Outrepasseurs, eh bien tout simplement lisez cette saga. Vous ne serez pas déçus. Si vous aimez la fantasy, vous ne pouvez qu'aimer cette saga, j'ai envie de vous dire, parce que comme je vous l'ai dit, l'univers est riche, les personnages sont géniaux, et les actions franchement elles sont à foison, hein, je ne pourrais pas les compter tellement il y en a, à aucun moment on s'ennuie, et pour moi c'était une très très bonne lecture dans le sens où justement c'était une période qui était difficile pour moi, le mois de décembre, et cette lecture elle m'a vraiment permis de m'évader. J'étais complètement plongée dans cet univers et j'oubliais même mes problèmes, donc c'est pour moi réussi, parce que quand on lit un livre souvent c'est pour soit fuir ses problèmes, soit se vider la tête, et moi ça a complètement marché avec ce second tome. Je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 puisque je l'ai adoré, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite terminé le mois de décembre avec un manga, il s'agit de Kazane, le tome 1, La voleuse de visage de Daruma Katsuma, et c'est aux éditions Kiyun. Je tiens à remercier Babelio et les éditions Kiyun pour cet envoi. J'entendais beaucoup parler de Kazane, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les blogs ou que ce soit sur Bookstagram. Et il me faisait super envie de par son résumé et aussi par rapport aux planches. Donc en fait, dans ce roman, on va suivre Kazane, qui est une jeune petite fille qui a toujours eu en idole et en modèle sa mère, sauf que sa mère est morte, et Kazane, eh bien, contrairement à sa mère qui était une actrice très connue et très belle, eh bien Kazane est une petite fille qui est très laide, puisque tout le monde se moque d'elle, elle est la risée de sa classe, elle est vraiment harcelée là-dessus sur son physique, mais son rêve à elle c'est de faire du théâtre, c'est d'être comme sa mère, de justement transporter les gens dans des univers différents en interprétant des personnages. Et quand elle va avoir justement l'opportunité de jouer un rôle, eh bien celui-ci va lui être enlevé sous les yeux. Et pour elle, ça va être vraiment une déception. Et c'est là où elle va se souvenir de quelque chose que lui avait dit sa mère, que dans la commode de sa mère, elle trouvera un rouge à lèvres, et que si la vie est trop dure pour elle, si vraiment elle en a marre, elle peut mettre le rouge à lèvres et embrasser l'objet de ses convoitises. C'est très poétique.
Et l'objet de ces convoitises, c'est quoi? Eh bien, c'est le beau visage des camarades de classe. Et donc, on va suivre Kazane qui va voler le visage des camarades de classe de différentes personnes, qu'elles soient gentilles avec elle ou mauvaises. Ça va être vraiment, on va plonger avec elle dans le cauchemar parce qu'on se rend compte que c'est une pauvre gamine qui n'a pas un physique facile, qui n'a pas un physique évident. Et au lieu d'avoir du soutien de la part de ses camarades de classe, ils la pourrissent. Et elle est tellement déchirée qu'à la base c'est une fille qui est inoffensive, mais qui va devenir vraiment mauvaise parce que justement, à force d'être maltraitée, à force d'être insultée, d'être toujours la risée de la classe, elle va vouloir se venger. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, les planches sont vraiment superbes. La seule chose que j'ai reproché, c'est que finalement on nous dit que Kazane a un visage horrible dans les descriptions, mais on le voit pas vraiment bien. On voit qu'elle a pas les traits fins comme on a l'habitude dans les dessins de manga, mais elle a toujours une énorme mèche devant la tronche, ce qui fait qu'on voit jamais l'intégralité de son visage. On voit une moitié, on voit ses dents, on voit un peu son nez, ses yeux qui sont toujours grands ouverts, comme si elle était effrayée à longueur de journée, mais pour moi on la voit pas du coup vraiment avec son visage intégral, donc on n'arrive pas à avoir une idée précise de son visage et si vraiment il est hideux ou pas, parce que franchement moi avec sa mèche de visage je ne trouve pas qu'elle est laide, donc c'est le seul truc que j'ai trouvé en point négatif à ce manga. C'est pour moi un manga qui pousse à la réflexion de justement une société qui nous dit de qui est beau, qui est parfait, parce que c'est vrai que quand on écoute les publicités, quand on voit tout, etc., faut être mince, faut être beau, faut être parfaite, faut être comme ci, faut être comme ça, on n'a pas le droit d'être finalement comme on a envie, c'est mon point de vue en tout cas, et du coup je trouve bien que ce manga ressorte le fait de qui on est pour se permettre de dire que telle personne est laide, que telle personne est belle, parce que tout ça c'est subjectif de toute façon. Donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant et en plus il contrastait bien le monde des camarades de classe qui sont beaux et qui du coup ont des amis, ont la belle vie, et le monde de Kazane qui, puisqu'elle est jugée étant moche, est isolée, est seule, déprimée et qui va devenir méchante. Donc vraiment ça a été un manga que j'ai adoré. Je lui ai mis d'ailleurs la note de 4 sur 5. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, si vous l'avez aimé ou pas, ou si je vous ai tout simplement donné envie de le lire. N'hésitez pas également à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!